On est toujours ensemble sur France 24. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans l'actualité de ce mardi 7 décembre, l'affaire Khashoggi rebondit ici à Paris. La France présente comme l'un des assassins présumés du journaliste un Saoudien appréhendé alors qu'il s'apprêtait à embarquer pour Riyad. L'Arabie Saoudite, elle affirme qu'il y a erreur sur son identité. La suite des événements, ça pourrait être en Turquie qui a émis un mandat d'arrêt international. Ludovic de Foucauld sera avec nous à Istanbul. La Russie en cours de fortes sanctions en cas d'agression de l'Ukraine. Washington met en garde Moscou. Joe Biden l'a dit de vive voix à Vladimir Poutine lors d'un tête-à-tête en visioconférence. Omicron, sans doute pas plus grave que le variant Delta et peut-être même moins sévère. Le conseiller santé à la Maison-Blanche se veut rassurant. D'après Anthony Fauci, il faudra tout de même au moins 2 semaines pour en avoir le cœur net. Il est 20h30 à Paris. Bienvenue dans Paris Direct. L'homme que la France affirme être Khalil Al-Otaibi devrait être présenté demain au parquet de Paris qui doit statuer sur son éventuelle extradition vers la Turquie. Appréhendé dans la matinée ici en France, ce Saoudien de 33 ans est soupçonné d'avoir participé au meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. C'était il y a 3 ans au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. L'Arabie Saoudite, elle affirme qu'il s'agit d'une erreur d'identité. David Gilbert revient en tout cas pour nous en images sur son interpellation. L'arrestation a eu lieu dans la matinée de mardi à l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle. Un Saoudien de 33 ans est interpellé par la police aux frontières alors qu'il s'apprête à embarquer pour rentrer dans son pays. Celui-ci serait Khalid Al-Otaibi, membre du commando venu de Riyad, qui a assassiné le journaliste saoudien Jamal Khashoggi le 2 octobre 2018 dans le consulat du Royaume à Istanbul. L'Arabie Saoudite parle d'une erreur d'identité, mais des sources policières françaises confirment qu'il s'agirait bien de cet homme qui aurait voyagé plusieurs fois en France ces dernières semaines. Un mandat d'arrêt international contre lui et ses complices présumés avait été émis par la Turquie. Actuellement en rétention judiciaire, il pourrait être extradé vers ce pays. La veuve de Jamal Khashoggi s'est félicitée de son arrestation. Je salue l'arrestation aujourd'hui en France de l'un des meurtriers de Jamal. La France doit le juger pour son crime ou l'extrader dans un pays capable et désireux d'enquêter et de le poursuivre, de même que la personne qui a donné l'ordre de tuer Jamal. Le meurtre et le démembrement du journaliste et opposant avaient provoqué une crise profonde entre l'Arabie Saoudite et ses alliés occidentaux. Face aux accusations, notamment de la CIA, le prince héritier Mohammed Ben Salman a toujours nié être le commanditaire de ce crime. La justice saoudienne a condamné 8 membres présumés du commando, dont 5 à la peine capitale, ensuite commués en peine de prison. L'arrestation de ce mardi sur le territoire français intervient 3 jours après la visite d'Emmanuel Macron à Riyad. Une visite justement critiquée pour avoir remis sur le devant de la scène le régime à l'origine du meurtre de Jamal Khashoggi. Direction le lieu précisément où Khalid Al-Otaibi est accusé, avec d'autres, d'avoir assassiné Jamal Khashoggi. Istanbul, en Turquie, vous vous trouvez, Ludovic de Foucauld, quand on se souvient l'ampleur qu'avait pris l'affaire au moment de l'assassinat. Quelles sont les réactions aujourd'hui ? Bonsoir Raphaël, pas de réaction de la part de la Turquie et à vrai dire on peut s'attendre à ce qu'Ankara gère cette affaire avec la plus grande discrétion. Si cette nouvelle était tombée il y a encore quelques mois, on aurait pu s'attendre peut-être à des réactions plus immédiates, plus vocales, mais la donne a changé. On peut remarquer que lors du 3e anniversaire de l'assassinat de Jamal Khashoggi en octobre, il n'y a pas eu d'événement public particulier pour le commémorer, pas de cérémonie par exemple devant le consulat saoudien d'Istanbul où il a été assassiné, comme ça a été le cas les 2 années précédentes, pas non plus de publicité excessive de la part des officiels turcs lors de la reprise du procès ici à Istanbul le 23 novembre, procès où, je vous le rappelle, les juges turcs se sont prononcés contre le fait de verser au dossier le rapport déclassifié de la CIA qui incrimine directement Mohammed Ben Salman, le prince héritier saoudien, dans l'assassinat de Jamal Khashoggi. La Turquie va-t-elle faire une demande d'extradition s'il se confirme que l'individu arrêté en France est bien le suspect Khalid Al-Otaibi ? Alors c'est la question, on verra ce que la Turquie décide de faire, on verra la manière dont elle communique sur cette affaire. Ce qu'on peut observer actuellement, c'est que le président turc Recep Tayyip Erdogan, peut-être pour des raisons essentiellement économiques, principalement économiques,
a amorcé une politique de dégel, de rapprochement, de réconciliation avec les puissances du Golfe, au premier rang desquelles se trouve évidemment l'Arabie Saoudite. Il s'est réconcilié avec les Émirats Arabes Unis, il a reçu le prince Mohammed Ben Zayed à Ankara le 24 novembre et il est actuellement, le président turc, à Doha au Qatar, où doit se rendre demain mercredi Mohammed Ben Salman lui-même. Alors, il est peu probable que les deux dirigeants se rencontrent directement, même si une rencontre de cette nature n'est pas totalement à exclure dans un avenir plus ou moins proche. Il n'est pas non plus à exclure que des contacts soient noués entre les deux parties, entre les deux délégations. Donc, on voit que cette nouvelle de cette arrestation, de cette procédure d'extradition éventuelle de cet homme vers la Turquie vient perturber les plans du président Erdogan de rapprochement avec l'Arabie Saoudite et cela inquiète un certain nombre d'organisations. J'ai pu échanger avec un responsable de RSF Turquie avant de prendre l'antenne qui m'a dit qu'il craignait dorénavant que la procédure judiciaire turque n'aille pas à son terme à cause justement de la nouvelle direction que prend la politique régionale décidée par Recep Tayyip Erdogan dans le Golfe. Oui, un reporter sans frontières qui indique demander à un juge français d'examiner justement l'affaire à l'encontre, les charges à l'encontre du suspect de cet assassinat. Merci Ludovic de Foucauld. Les États-Unis et leurs alliés prêts à soutenir l'Ukraine, y compris par le biais de sanctions fortes. La menace vise la Russie, accusée de manœuvres militaires contre son voisin. Joe Biden l'a dit à Vladimir Poutine lors d'un sommet par visioconférence. La Maison-Blanche qui appelle dans le même temps à une désescalade et un retour à la voie diplomatique. On fait le point à Moscou avec Julian Colling. Si les semaines précédentes, c'était assez difficile de lire la stratégie russe peut-être dans ses actions, notamment à la frontière ukrainienne, c'est un peu plus clair peut-être depuis quelques jours, puisque, fait assez rare, Vladimir Poutine, lors de plusieurs interventions publiques et plusieurs déclarations, s'est montré beaucoup plus ferme et beaucoup plus précis en fait sur les velléités et sur les intentions, les volontés russes. Notamment pour lui, bien sûr, la ligne rouge absolue, c'est, on le savait évidemment, une adhésion potentielle de l'Ukraine à l'OTAN, mais ça va un peu plus loin désormais, puisqu'en fait, on comprend dans les différents textes et dans les médias russes que eh bien, la Russie ne se satisfait en fait plus du tout du statu quo actuel avec l'Ukraine, et notamment la coopération militaire qu'elle ressent de plus en plus forte entre donc l'OTAN, les États-Unis et l'Ukraine. Ça ne convient pas du tout à la Russie, et la Russie ne veut pas entre guillemets que l'Ukraine et que même d'autres pays limitrophes comme la Géorgie par exemple deviennent un petit peu des points de passage et des bases pour du matériel de l'OTAN, des missiles par exemple également américains qui pourraient être vraiment à portée tout près de la Russie donc et menacer la Russie selon le Kremlin. Et donc notamment Poutine a pris par exemple l'exemple de la Roumanie récemment en disant que la Roumanie avait déjà des missiles américains sur son sol et que c'était relativement intolérable puisque c'était proche de Moscou. Et donc selon les experts ici cités, selon les médias russes et tous les géopolitologues en général et même le Kremlin, eh bien les massements de troupes dont vous parliez près de la frontière ukrainienne, ce n'est pas du tout pour envahir l'est de l'Ukraine comme le diraient les médias occidentaux selon eux, c'est plutôt encore une fois de la dissuasion et quelque chose de préventif pour éviter encore une fois, pour montrer que la Russie ne bluffe pas et serait prête éventuellement à prendre un pas en plus si jamais l'escalade continue. L'éruption du volcan Semeru a fait 34 morts. Dernier bilan en Indonésie où les recherches de survivants se poursuivent. Le président Joko Widodo a visité la zone sinistrée sur l'île de Java. Dans cet abri temporaire non loin du mont Semeru, les personnes évacuées profitent d'un repas chaud. Ils font partie des Javanais qui ont dû quitter leur maison après la dernière éruption du volcan. Ma maison a été détruite, le plafond aussi. J'ai ouvert la porte, la chaleur était très forte. J'ai décidé de fuir. 3 jours après l'éruption, voici ce qui reste des villages qui entourent le volcan Semeru. Récoltes dévastées, arbres arrachés, maisons détruites, un paysage de désolation recouvert de cendres. Jusqu'ici, près de 4000 personnes ont dû être évacuées de la zone. Le président indonésien s'est rendu sur place ce mardi. Il promet de renforcer les services d'aide et de secours et de reloger de manière permanente les sinistrés. On m'a indiqué qu'il y a environ 2000 maisons dont les habitants devront être relogés. Nous déciderons rapidement de l'endroit où les reloger et nous construirons dans la foulée. Le volcan est toujours actif depuis samedi, faisant encourir de grands risques aux habitants et aux secouristes. La recherche de survivants se poursuit néanmoins, avec notamment le déploiement d'équipes cynophiles. Une vingtaine de personnes est toujours portée disparue.